Le fouet de Paul Prédo, son goût est inimitable. Le matin, il y a ceux qui sont zestes et les autres. Pour eux, voici un deuxième zeste. Zeste en brun. Sa couleur d'aigue marine vous donne envie d'ouvrir les yeux. Sa mousse pétillante vous réveille et son nouveau parfum, léger et frais comme les embruns, vous fait respirer la vitalité. Avec Zest, les savants tonus, partez du bon pied. Au fait, c'est vrai qu'au Kenya, on joue au polo sur des autruches? Oh. Et au Canada, c'est vrai qu'on joue au golf sur des lacs gelés? Oh, la 309 Green, toujours partante. S'il vous plaît. Un viennois. Un autre, s'il vous plaît. Viennois, c'est toute une histoire. Pour avoir votre Kit Kat, plus la peine de vous rouler par terre, un geste suffit. Kit Kat, cuisinez comme à la maison. Du maquillage sur mon t-shirt. Énergie Bonux Machine. Nouveau Bonux Machine, quelle énergie! Du linge éclatant pour toute la famille. Superbe la propreté. Nouveau, l'énergie propreté, c'est ça Bonux Machine. Bonux Machine. Et un nouveau cadeau. Par temps de pluie, il y a des pneus qui vous laissent tomber et il y a Uniroyal. Uniroyal, le pneu pluie qui ne vous laisse pas tomber. Qu'est-ce qu'on mange? Ce soir, on dîne en boîte. Petits pois jardinières, carottes ou haricots verts. Conserve de légumes, ce soir on dîne en boîte. C'est décidé, j'ouvre une boîte. Effie, léger comme un matin d'été. Avec Effie, moi je me régale léger. Uniroyal, le pneu pluie qui ne vous laisse pas tomber. Chez Flamby, ils ont mis une languette sur tous les pots. Pour démouler, c'est plus rigolo. Et sur les choux, c'est pour quand? Flamby de Chambourcy? Chambourcy? Oh oui. Cette femme a 8 secondes pour retrouver son équilibre alimentaire. Vas-y, Vaza. Vasa Fibre facilite le transit intestinal. J'exècre la saleté, alors j'exige, j'exfourre. C'est extraordinaire. Ah mais j'exagère pas, c'est excellent. J'explique, j'exfourre, moi j'exfourre, j'expulse, j'ai que ça à faire, j'expertise, j'ai que ça à dire, c'est j'extra. Que dis-je? C'est j'extraordinaire. J'exfour, c'est j'extraordinaire. Dolmio fait aussi une sauce spéciale spaghetti bolognaise que vous ajoutez simplement à votre viande. Dolmio, pour les amoureux de la cuisine italienne. Altarica, spécial filtre au Cap Colombie. Avec Nescafé, vous choisissez à tout moment le café qui vous plaît. Nescafé, le café dans toutes ses libertés. Quelle est la différence entre ce jean et ce jean? Même marque, même couture, même nombre de jambes, mais pas le même prix avec la carte jeune. De 0 à 26 ans, avec la carte jeune, t'as des réductions sur les fringues, IFI, voyage, disques, bouffe, ciné, concert, sport et sur le permis de conduire. Si tu paies le prix, t'as rien compris. Carte jeune. Attends, vieux, c'est pas fini, hein? À la poste, caisse d'épargne Écureuil,
Groupe GMF, Centre d'information jeunesse. Carte jeune. Don Patillo di Panzani. Torti alla trifolata. De Panzani? Si. Don Patillo, tu exagères. Oh, Seigneur, des tortillas alla trifolata. Allons. Des tortillas alla trifolata, oui, mais de Panzani. Oui. Des pâtes, oui mais des Panzani. En place, on tourne dans 2 minutes. Oui, même quand je dirige un film, je trouve toujours le temps le matin pour ma lotion pétrolane. Je tiens trop à mes cheveux. Chaque matin, une bonne friction de lotion pétrolane. Ça tonifie les cheveux, c'est à base de produits naturels. Alors les cheveux à problème, les pellicules, les cheveux tristes, c'est pas pour moi. Croyez-moi, quand on tient à ses cheveux, la lotion pétrolane, Attention. c'est pas du cinéma. Lotion pétrolane, pour garder de beaux cheveux. Prenons du plaisir. Prenons notre temps. Avec les nouveaux rayons Clubens. Prêts en 10 minutes. Les rayons Clubens cuisson rapide. Le temps du plaisir est venu. Saint-Florigny, ça a 2 fois moins de matière grasse. Et c'est bon. Et si t'as raison, les vaches auront des ailes. Saint-Florigny, 2 fois moins de matière grasse. Et c'est bon. Pour le bois qui est vivant, au cédar dépoussiérant. Il a été inventé. Pour les meubles, les parquets, c'est un produit différent. Parce que le bois est vivant. Au cédar dépoussiérant. Entretient le bois vivant. La fraîcheur qu'on préfère, c'est celle de Saint-Moret. Si tendre au cœur et au palais, le Saint-Moret. Saint-Moret, le primeur du fromager. Axe, première eau de toilette, déodorant pour homme. Axe, ombre voisine, musc marine et maintenant orientale. Axe, laissez le charme agir. Pour faire tenir un change, il faut parfois déployer des trésors d'ingéniosité. Maintenant, avec les nouveaux Ultra Pampers Plus et leur bande multicollage, vous pouvez coller, recoller fermement et l'ajuster au plus près pour éviter les fuites. Les nouveaux Ultra Pampers Plus, coller, recoller, c'est facile à ajuster. Un jour, j'ai compris que ma façon d'être libre, c'était tout simplement d'aller au bout de ce que je voulais vivre. Alors j'ai pris la liberté d'aller au bout des choses, au bout de moi-même et de mes exigences. Et quand je choisis une voiture, elle me ressemble. Renault 21, le souffle de la liberté. J'aime mon nouveau Bamou sans camé. Je m'y sens bien. Plus douce, plus féminine. Son parfum, c'est une émotion à fleur de peau. Sa mousse, une sensation unique de tendresse. En camé, je lui plais. Nouveau Bamou sans camé. Regardez bien ce jeune Français, il va devenir complètement américain parce qu'il a découvert Boogie, les délicieux cookies de l'Alsacienne avec d'extraordinaires pépites de chocolat, d'extraordinaires morceaux de noisettes et de non moins extraordinaires raisins. En un mot, Boogie, c'est l'Amérique, l'Alsacienne quand tu nous tiens. Contre les boutons et les points noirs, la solution, c'est d'avoir une peau vraiment propre. Regardez. Voici un pore bouché, ce qui cause boutons et points noirs. Les bactéries s'y développent. Biactol est un gel moussant antibactérien qui s'utilise comme du savon. Biactol aide à éliminer le bouchon de sébum et à chasser les bactéries. La peau est vraiment propre et nette. Biactol chaque jour, pensez-y. Biactol pour vous aider à retrouver une peau nette. Les lessives se ressemblent, mais pensez-vous qu'elles donnent la même propreté?
Ah non, non, toutes les lessives sont pas pareilles, ça je peux vous l'assurer. Avec Ariel, j'ai confiance absolument dans la propreté de mon linge. Je peux laver à basse température, la tâche partira. Quand j'ai été obligée de changer une fois, je me suis rendu compte de la différence. J'avais une chemise que j'aime beaucoup, je l'avais prêtée à ma fille. J'ai vu, voilà, maman, un petit mot. Je suis désolée, il y a de la confiture sur ta chemise. Je pouvais pas avoir ma chemise pour le lendemain. J'étais vraiment pas contente, pas de lessive. J'ai demandé à la voisine de m'en prêter. La chemise était pas nette du tout. C'était pas la propreté dont j'ai l'habitude. Je n'ai plus confiance que dans la propreté Ariel. Tout mon linge est impeccable, qu'est-ce que vous voulez de plus? Ariel, la propreté impeccable dès les basses températures. La propreté Ariel, c'est super. Christopher Reeve nous emmène au paradis terrestre, là où la nature est sublime, où l'animal est libre, là où l'homme se dépasse. Des images grandioses, des exploits inédits. L'aventure dans tous ses états, c'est Adventure, samedi 18h05 et lundi 23h40 sur M6. Jeudi, 20h35, l'aventure c'est l'aventure. Jacques Brel, comédien avec Lino Ventura, dans un film de Claude Lelouch, l'hommage de M6, 10 ans après sa mort. On est où, là? Montre-moi, on est où, là? Là, on est... Vendredi 20h35, pour Alexis, un serpent venimeux en cadeau, empoisonné dans Dynastie. Pour Maddy, un voisin entreprenant, c'est la sérénade de Clair de Lune. Samedi 20h35, la disparue de Las Vegas. Un détective recherche sa sœur, danseuse de casino, enlevée dans des conditions étranges. Je vous dis que ma sœur a disparu. Le temps fort de vos soirées, c'est sur M6. Dieu qu'il est tard, hein. Mais enfin, bonsoir quand même à tout le monde pour une émission qui s'appelle Ce soir en quarantaine. Vous avez, je pense, vous compris depuis longtemps que dans notre générique, ce sont des cendres qui redeviennent livres. Image qui a paru trop compliquée aux critiques de Libé qui nous a regardés. Et ce symbole, eh bien, ma foi, il est toujours d'actualité parce qu'il n'y a pas que les livres qui ont brûlé dans l'histoire de l'humanité, il y a aussi les journaux qui brûlent. Et bon, nous allons saluer la Renaissance, sortie de renaître de ses cendres comme le phénix, Globe qui sort aujourd'hui après l'attentat qui a détruit ses locaux, je crois, cet été. Alors, nous avons aussi reçu, alors ce soir sur le plateau, tout de même, je ne laisse pas le suspense durer, sur ce sujet en quarantaine, nous allons parler de ceux qui avaient 20 ans en 68, entre autres. Et nos invités, eh bien, il y a Macha Merrill, qu'on ne présente pas, Pascal Bruckner, qu'on présente quand même parce qu'il a publié Qui de nous deux inventa l'autre chez Gallimard, René Frény, qu'on présente parce que c'est sa première apparition en public avec son premier roman Les Chemins Noirs chez De Noël, et Denis Tillinac, qu'on ne présente pas non plus, mais qui a publié Un léger malentendu chez Lafon, et dont on peut lire les articles dans la presse quasi hebdomadairement. Et je vous signale tout de suite un droit de réponse. Un droit de réponse parce que la semaine dernière, si vous avez vu l'émission, il y avait de quoi faire 300 droits de réponse. Et celui-ci vient de monsieur Jacques Givet, qui a publié un livre sur le cas Vergès et lieux communs. Nous avons cité des extraits, ce qui a mis fortement en colère monsieur Maître Vergès. Et monsieur Givet, très justement, nous envoie ce rectificatif. Jacques Vergès m'a mis en cause en prétendant que ce pamphlet était l'œuvre d'un valet de chambre qui lui faisait couler des bains moussants et qu'il avait renvoyé. Alors, M. Givet nous précise qu'étant fonctionnaire international à Genève, l'idée saugrenue de me mettre au service de Maître Vergès, notamment en qualité de valet de chambre, ne m'a jamais effleuré. Deuxièmement, si Maître Vergès a été hébergé chez moi, c'était à titre amical, parce qu'à l'époque de la guerre d'Algérie, il était menacé de divers côtés. Ben, M. Givet, vous voilà bien récompensé par les propos de M. Vergès. Gervais, oui, tiens.
Lapsus. Mais il n'a pas eu que ces propos-là de scandaleux. Nous avons reçu beaucoup de protestations et notamment quelqu'un très au courant de l'affaire Rathenau et qui conteste un peu la version acceptée par Roger Stéphane. Voilà, mais nous n'allons pas faire d'histoire ce soir. Et la presse, donc, j'ai fait allusion à la presse, mais il y a eu aussi un éditorial Jean-Jacques Brochier dans un mensuel dont je n'ai pas envie de donner le nom pour faire comme lui, où il parle de toutes les émissions littéraires de la télévision, dans le passé et dans le présent, à propos de la naissance d'une nouvelle émission sur TF1, qui va être d'ailleurs à la même heure presque que nous, et qui trouve le moyen d'éviter de parler de nos émissions passées et de libre-échange. Alors ça nous paraît un petit peu triste, peut-être que Jean-Jacques Brochier n'a pas la 6e chaîne et a une vieille télé en noir et blanc, à moins que ce jour-là il ait peut-être écrit son article en ayant bu un petit verre de trop, mais enfin parce que ça ne doit pas être contre moi, il m'a envoyé le même jour son livre sur les sangliers avec une dédicace amicale, car c'est un grand chasseur. Voilà, j'aime pas les chasseurs d'ailleurs, alors vous voyez, on s'en rend compte. Voilà, alors je vous signale aussi que, et ça c'est plus... Revenons aux bonnes nouvelles maintenant. Alors la bonne nouvelle, c'est que je vous ai parlé d'un livre que m'avait recommandé Pierre Dumayet, à qui on va rendre hommage d'ailleurs dans un festival, je crois, cette semaine, Le gel du matin chez Verdier. C'est un magnifique petit texte, 2 courtes nouvelles d'un Italien. Eh bien, le livre est épuisé. Alors je trouve que c'est une bonne nouvelle pour Libre-Échange, ça prouve que vous suivez nos conseils. Mais dès lundi prochain, vous retrouverez ce texte en librairie. Donc grâce soit rendue à Pierre Dumayet qui nous l'a fait découvrir. Et puis Primo Levi, dont je vous ai parlé longuement comme l'antidote au poison Vergès, eh bien voici en presse pocket Si c'est un homme. C'est un livre dans lequel évidemment il faut rentrer avec un certain courage. C'est très pénible dès la première page, mais vous en serez récompensé car c'est un des plus grands livres du siècle. Alors en presse pocket, et vraiment si vous n'avez qu'un seul livre à lire, j'allais dire dans votre vie, lisez si c'est un livre de Primo Levi. Oui, bon, bruit d'hiver dans la salle, comme on dit, non, c'est pas ça, l'Assemblée nationale. Alors, encore un coup de cœur que je n'ai pas eu le temps de vous signaler. Cet été, j'ai lu avec beaucoup de retard encore une fois, mais qu'est-ce que vous voulez, quand on est lecteur, on ne peut pas toujours lire tout dans la semaine où ça paraît. C'est Laterna Magica de Ingmar Bergman chez Gallimard, et puisque Woody Allen vient de le découvrir pour sa publication en Amérique et qu'il y a eu 2 pages dans l'IB avec l'article de Woody Allen, eh bien disons que Woody Allen a très bon goût car c'est un des grands livres de l'année. C'est peut-être le plus fort de l'année d'ailleurs parce que l'autobiographie de Bergman est une des choses les plus cruelles, je dirais auto-cruelles, je ne sais pas si ça se dit. Une autobiographie où il se met à nu. Et je crois que ceux qui n'ont pas vu les films de Bergman qu'on ressort en ce moment, vous voyez, j'ai beaucoup d'informations à vous envoyer en ce moment. À Paris, il y a une rétrospective. Vous découvrirez un Bergman insolite, un Bergman qui, dès son enfance, a une vie très dure, avec entre un père qui le battait, une mère avec qui il avait des difficultés de contact, un frère qui a fondé un parti nazi en Suède. Tout ça était lourd à porter. Il le dit avec une franchise totale. Et parfois d'ailleurs avec une franchise qui est méchante pour ceux qui sont autour, parce qu'il y a à un moment donné un portrait de Greta Garbo qui est extrêmement gentil, admiratif au début et qui devient tout d'un coup d'une cruauté extraordinaire parce qu'elle se penche au-dessus de sa lampe en s'approchant de lui et qu'il découvre ses rides d'un seul coup. Et c'est une cruauté effroyable, surtout quand on a l'image de Garbo en face de soi, puisque peu de gens l'ont vu actuellement. Voilà, je suis trop long, il faut que je vous dise maintenant que nous allons abandonner, je voulais faire un jeu de mots, j'y arrive pas, parce que j'ai parlé des salons tout à l'heure, je ne sais même pas si j'ai parlé de salons. Ah oui, on a dit de nous que nous étions salonnards la semaine dernière, je veux dire, passons des salons aux toilettes pendant 3 minutes de pause, c'est tellement mal arrivé qu'on ne rit pas et qu'on ne pourra jamais rire. 3 minutes, à vous. Depuis plus de 100 ans, c'est l'automobile qui fait tourner le monde. Le 29 septembre, le Salon de l'Auto devient le Mondial de l'Automobile. Page met du confort dans son papier toilette. Ce serait vraiment dommage de le jeter. Page, plus proche de vous. Qu'est-ce qu'on mange? Ce soir, on dîne en boîte. Petits pois jardinières, carottes ou haricots verts. Conserve de légumes, ce soir, on dîne en boîte. C'est décidé, j'ouvre une boîte. Portrait de femme, Barbara Gould. Qu'est-ce que vous faites? Je suis chef d'orchestre. Je ne vous crois pas. C'est le mot chef ou orchestre qui vous gêne. Comment y êtes-vous arrivé? En tenant une baguette
et en agitant les bras. Votre visage me dit quelque chose. Ah non. Eh oui. Pourtant, on a plutôt l'habitude de me voir de dos. Bah, c'est dommage. Vous êtes une femme, Barbara Gould. Soin du visage Barbara Gould, des femmes qu'on n'oublie pas. Ne jetez plus l'argent par les fenêtres. Allez chez la paire. La paire, il n'y en a pas deux. Voilà, alors je vous rappelle que nos invités ce soir sont Macha Merrill, Pascal Bruckner, René Frény et Denis Tillinac. Et je crois que Macha Merrill, vous avez une petite réaction sur ce que je disais de Bergman. Ah oui, la cruauté, l'auto-cruauté de Bergman et aussi la cruauté pour les autres, et surtout pour ses acteurs et ses actrices. Moi je me souviens d'un film qui m'avait vraiment bouleversée avec Ingrid Thulin, qui s'appelle La Répétition, vous vous souvenez? C'était une situation qu'ils avaient vécue eux-mêmes 20 ans avant. Et il l'a dérangée dans sa retraite italienne, elle vit près de Rome, pour lui proposer ce film. À elle, à qui, je peux le dire, je crois que c'est pas une offense, à qui on ne propose plus beaucoup de films depuis quelque temps. Et ce film terriblement cruel, où elle n'est pas montrée sous son meilleur jour, je ne pense pas que les rides soient une chose pénible pour un personnage et pour une femme, mais dans ce cas-là, c'était terrible. Oui, c'était un peu aussi le portrait d'une actrice qui ne joue plus. Ce qui était son cas, et donc c'était vraiment une espèce de moment de vérité pour tirer les larmes véritables de cette femme. Je trouve que tout ça est un peu obscène. Alors, mais le livre n'est pas gênant. Il est d'une lucidité fabuleuse. Je ne crois pas que ça aille jusqu'à être déplaisant. Je ne crois pas. Moi, j'ai entendu un grand metteur en scène dire il faut être cruel avec soi-même, mais au moment où on travaille. C'est-à-dire qu'il faut être rigoureux, il faut savoir couper, il faut savoir enlever une scène qu'on a aimé beaucoup tourner. Ça, c'est autre chose. Mais être cruel avec les personnes avec lesquelles on fait son œuvre, ça, c'est très mal. Parce que déjà, je pense qu'un metteur en scène s'approprie à travers un film du talent de tous les autres. J'ai déjà débattu là-dessus. Je trouve que le film est l'histoire de tous les gens qui l'ont fait et que c'est très souvent le mérite qui va à... C'est un peu un vampire, non? Un peu, voilà. Oui, non, c'est vrai. Un écrivain aussi, on va y venir. On va y venir. Bon, mais dites-moi, on fait souvent des parallèles entre... ils ont une admiration réciproque entre Fellini et Bergman. D'ailleurs, dans le livre, il parle de Fellini. Mais avec Anita Ekberg, dans son dernier film, Fellini... Là, je crois que la situation était un peu différente. Je crois que depuis 20 ans, elle lui casse les pieds, elle lui téléphone 3 fois par jour pour tourner de nouveau une nouvelle Dolce Vita. Alors je pense qu'il a dû s'en débarrasser là, un bon coup. C'est une autre formule. Si vous n'avez pas vu son dernier film, dont le titre m'échappe à l'instant d'ailleurs, c'était Intervista. Ah bah oui, Intervista. Là, il y a donc une scène où ils revivent la Dolce Vita avec Mastroianni et qui n'est pas tendre pour Anita Ekberg. Voilà. Eh bien, après cette évocation, qui ne doit pas vous empêcher de lire l'Aterna Magica de Bergman, je vous assure que c'est un livre admirablement écrit en plus. Et Woody Allen étant de mon avis, je ne peux qu'avoir raison. Je voudrais en venir à l'inconnu de ce soir. J'ai envie de dire l'inconnu du Sud Express, puisque son livre, c'est une grande fuite dans le Sud. Cet inconnu du Sud Express, c'est René Frény. René Frény, vous êtes l'auteur d'un premier roman chez De Noël, Les Chemins Noirs. Et bon, nous avons reçu des piles comme ça de livres, je ne sais plus combien. Vous me dites qu'il y en a 200 de romans de rentrée? 209 français et 150 étrangers. Alors dire que j'en ai eu 209, évidemment pas, ça serait vraiment se vanter. Que j'en ai ouvert 200, je crois que je l'ai fait, peut-être pas loin de 200. C'est bien, déjà. Et vous, Denis Tillinac, vous en avez ouvert la moitié, peut-être une centaine. Oui, peut-être une centaine, on ne se rend pas compte. Ça arrive à un tel rythme, c'est un peu effrayant. Mais comment vous faites? Moi, j'ai déjà peiné pour lire ces 4, enfin, pas dans le sens que... Peiné pour les lire vite. Enfin, pour être sûr de les avoir bien lus et de les lire véritablement. Comment vous faites pour lire autant de livres en si peu de temps? Vous ne les lisez pas, Pascal, moi, quand on fait de la critique, on a un peu l'habitude, on hume certains, on parcourt d'autres, puis on s'appesantit sur d'autres. Hein. Ça dépend si les livres sont intéressants. Pascal Bruckner. Mais moi, c'est pas mon métier d'être critique, donc j'ai lu que 4 livres à la rentrée, c'est-à-dire ceux de ce soir. C'est-à-dire que certains livres, tout d'un coup, vous saisissent, et c'est vrai que la qualité je vais vous dire, je fais mon mea culpa. Là, par exemple, je parlais de Primo Levi. Bon, il se trouve qu'il y a un livre de lui qui s'appelle Le Principe périodique, qui est apparu en 85. Et je l'ai redemandé, puisque je me suis en train de relire toute son œuvre. Et je me suis souvenu, en ayant le livre et la couverture, que je l'avais reçu, que je l'avais ouvert, et je l'avais ouvert dans la deuxième partie, et je n'avais pas aimé. Or, je viens de lire le livre en entier,
Et j'adore la première partie que je trouve géniale, et je n'aime toujours pas la seconde partie. Donc le hasard a fait que j'ai pas ouvert la bonne page. Et c'est comme ça que... le mal qu'on se donne pour faire un début, mais oui, non, mais c'est fin, tragique de se dire. milieu. C'est tragique, Ah oui. parce que qu'est-ce que vous voulez faire? On peut pas les lire les 100. Voilà, et bon, le hasard a fait que j'ai ouvert la bonne page de René Frény. Je suis tombé... Mais alors là, je crois que je n'aurais pas pu tomber sur une mauvaise passe, parce que c'est un livre qui a une tenue, à mes yeux, d'un bout à l'autre, c'est haletant, on est pris. Donc si on ouvre au hasard, on doit accrocher et le reprendre de la première page jusqu'à la dernière page. Alors, René Frény, Les Chemins Noirs, est-ce que je peux dire que c'est une autobiographie déguisée? Je vous le permets, oui. Oui, c'est une... c'est pas sous le nom de René Frény, le héros s'appelle René Brandoli, mais René bon, Brandoli. je dois dire d'abord que je suis très ému de votre éloge, parce que bon, c'est très élogieux ce que vous dites sur la C'est marge. pas fini, je crois qu'ils ont aimé aussi, vous allez voir. Oui. Bon, alors j'attends. mais dites-nous ça tout de suite, parce que je pense que aussi on bon, veut savoir. doublement ému parce que ce qu'on dit, et puis parce que c'est la première fois de ma vie que je passe à la télévision, que je suis sous les feux de la rampe, et donc doublement là, parmi vous ce soir, je suis heureux. Alors la question que vous me posez est un peu la question que me posent les journalistes. Bah oui, c'est une mauvaise question de journaliste. C'est une mauvaise question, mais une bonne question, parce qu'elle est vivante. Elle est vivante. C'est vrai qu'on a toujours un peu intérêt à savoir qui est derrière. C'est un peu moins, parce que je suis arrivé à l'armée à 19 ans avec quelques jours de retard, avec un sentiment de révolte malgré tout, et je me suis retrouvé très vite aux arrêts de rigueur, c'est-à-dire au cachot. Je suis resté 10 mois, 11 mois au cachot, seul, enfermé, et c'est là que j'ai pris contact avec mes premiers livres, avec la littérature, et que j'ai écrit les premiers textes de ma vie, des petits poèmes, des aphorismes, enfin, des petites choses, quoi. Donc, cette période de ma vie est cruciale pour la littérature, mais pour l'aventure que j'ai vécue pendant 10 ans, quelques années après, j'étais toujours sur la route, parce que j'avais déserté, parce que j'ai été recherché par la police pour désertion et pour d'autres choses. Donc je raconte dans... Comment ça en est après de la désertion? Alors maintenant, quel est votre statut? Vous avez toujours déserté quand même. Il est amnistié, non? J'ai eu un procès 6 ans plus tard. Ouais. Je pense qu'on y reviendra dans le courant, parce que on va venir, je crois, à mai 68, et c'est les suites de mai 68 qui m'ont permis de rencontrer des gens alors que j'étais dans la clandestinité. Ces gens-là m'ont fait connaître un avocat, Maître Comte, qui est toujours avocat, je pense, qui m'a défendu très bien, et je n'ai été condamné qu'à 12 mois avec sursis, alors que j'avais été condamné à 3 ans ferme. Donc j'ai déserté, et je suis parti à l'étranger, comme je raconte dans mon livre, et c'est donc toute une partie de mon livre qui est l'aventure, quoi. C'est un livre d'aventure, un roman noir. Alors autobiographie, certes, parce que j'ai vécu réellement cette période, mais roman d'aventure et roman noir, parce que ce sont des chemins noirs que j'ai connus et que j'ai romancés. Il y a tout un tas de personnages secondaires et de situations que j'ai réinventées. Si vous avez vécu tout ça, je me dis, alors il faut avoir vécu tout ça, il faut vivre tout ça pour être écrivain? Est-ce que c'est une... Ça, c'est une vraie question. C'est une bonne question, parce que, Je pense que Stendhal n'a pas vécu ce qu'il a écrit, et donc ça ne l'a pas empêché quand même. J'ai l'impression que c'est un peu un diktat de notre époque, hein. Bourringer, il faut avoir vraiment traversé des moments terribles. Modiano a une vie, je crois, fort calme. Et il écrit des livres effrayants. Avec des personnages qui vivent des choses terrifiantes. Non, je crois que ça dépend. Il y a des gens qui ont besoin d'être très près de leur aventure vécue, d'autres qui sont plus imaginatifs. Il n'y a pas de règle. Vous l'avez écrit quand? Je l'ai écrit il y a 2 ans. J'ai mis 1 an et demi pour l'écrire. Je suis parti de cette idée que j'avais erré sur les routes pendant 6 ans, et c'était la bonne émotion, une émotion très profonde, et je crois que rien de tel pour entamer une histoire ou un roman que l'émotion. Plus qu'une idée, plus qu'une idéologie, absolument, plus que l'émotion est fondamentale. C'est ça qui passe dans votre livre qui est formidable. Et quand j'ouvre un roman, à la première page, je sens ou non s'il y a une... Et c'est cette émotion qui me captive et qui m'attire justement vers la lecture. C'est ce qui est fondamental pour le romancier en tout cas. Pour le philosophe, pour l'essayiste, c'est autre chose. C'est une émotion littéraire. J'ai lu ce livre effectivement comme un roman d'aventure. J'ai été frappé par ses qualités de... Il crée du suspense, c'est du bon polar. Il y a du pathétique, il y a de la drôlerie, mais il y a toujours une distance littéraire. Et c'est pour répondre à ce que vous dites. Je crois qu'avec des vies fabuleuses, on peut faire très mauvaise littérature. Avec des vies misérables, on peut faire de la grande. Parce que quel langage, si ce livre, il écrit je veux dire, il y a des tas d'autres anciens combattants de la désertion que lui ont vécu des choses fabuleuses. Lui seul pouvait faire ça parce qu'il s'est révélé d'épreuve un écrivain. C'est ce qui m'a...
Pascal Bruckner. Ce que j'ai aimé, c'est cette ambiance un peu glauque et louche de l'après 68. Quand on est allé en Asie, qu'on est allé en Turquie, précisément une partie de votre livre se passe en Turquie, et qu'on a rencontré ces bandes de hippies où finalement chacun se tirait dans les pattes, où les gens s'entretuaient, se volaient, j'ai tout à fait retrouvé cette ambiance-là. Et ce qui est très bien finalement, c'est que le héros du livre n'a pas le droit au bonheur. C'est ça le principe de la narration. C'est que chaque fois, comme damné lui-même. chaque fois qu'il rencontre une femme, il est expulsé du paradis et il est obligé de partir. Et ça, c'est très fort parce que finalement, jusqu'au bout, on sait qu'il va rencontrer le malheur. Il y a quelques scènes, moi, qui m'ont vraiment frappé là-dedans. D'abord, la scène du professeur de philo obèse qui va dans la prison. Alors ça, je trouve ça fantastique parce que c'est un professeur de philo qui tombe au milieu d'un certain nombre de détenus qui sont des brutes. Et comme il est très obèse et un peu obscène, évidemment, il est immédiatement féminisé par ces gens-là qui le traitent en esclave. Il est déguisé en femme et à la fin, il se suicide. Je suis sûr qu'il y a des choses horribles comme ça à l'armée, sûrement. Alors, est-ce qu'il y a une part de réalité dans cette scène fantasmée, mais avec un point de départ? Non, cette scène est tout à fait réelle. La scène que raconte Pascal Bruckner est tout à fait vécue. Ce professeur de philosophie est arrivé, il était lui objecteur de conscience. Il est arrivé à la caserne, donc mis aux arrêts. À l'époque, on faisait un an de prison quand on était objecteur. Et il s'est retrouvé dans le cachot à côté du mien, et pendant 2 mois, je l'ai vu vivre, en tout cas à la promenade le matin, etc. Et un soir, ce que je raconte dans le roman, ce qui est étrange et qui m'a longtemps travaillé, c'est qu'il s'est retrouvé avec un engagé qui était là depuis des années, en prison, et que, désespéré, le philosophe a dit « je vais me pendre ». Et que ce Corse engagé qui était là, lui a dit c'est ta vie, c'est ta liberté, c'est ton choix. Si tu veux te pendre, pends-toi, je n'interviendrai pas. Et le professeur de philosophie était sûr que le Corse allait taper contre la porte et dire ouvrez, il y a un pendu. Il s'est pendu, il a agonisé, moi je n'étais pas là, j'étais dans la cellule à côté, il a dû noircir. Et le Corse l'a regardé. C'est pour dire comment, dans une prison, on peut atteindre une froideur de l'âme, un cynisme, l'isolement total de la société, un monde de loups. Et il a regardé mourir ce professeur de philosophie sans intervenir, sans le décrocher. Et quand au matin, au petit jour, la garde et les sentinelles ont ouvert la porte, il est sorti, ce Corse-là, qui était d'une froideur, il est sorti dans la cour, comme tous les matins pour se promener. Les gardes ont regardé la cellule et ils ont vu le professeur pendu au fond, glacé, parce qu'il faisait -6 dans ces cellules la nuit, il n'y avait pas de chauffage. Et on a été plus atterré, je crois, par l'image du Corse qui se promenait tout naturellement dans la cour que par l'image du pendu qui était là. Enfin, on a été sidéré de la froideur de cet homme, mais la froideur qui avait été créée par la solitude de la prison, par l'isolement de la prison. Et c'est une émotion, justement, qui m'a traversé pendant des années. Vous êtes quelqu'un de très gentil. Vous êtes vraiment un être moral. Il y a 2-3 choses formidables. Quand vous quittez le train, je vous dis vous parce que c'est vous. Hein. Oui. Il quitte le train et il est désespéré que tout le monde dans le train voit en lui un assassin parce que lui seul sait qu'il a assassiné le type sans le vouloir la veille. Et alors, vous partez sous les regards de tous les passagers du train, avec un profond sens de culpabilité, c'est ça qui est adorable. Et il y a une autre image extraordinaire. Adorable, oui. C'est quand en Turquie, pendant l'accouchement, moi j'ai vraiment versé une larme là. C'est cette femme qui accouche et vous poussez la bonne sœur qui ne veut pas vous laisser arriver jusque là-bas et sa coiffe roule par terre comme la roue d'un camion. J'ai trouvé ça extraordinaire, la roue d'un camion en panne. Ça, c'est des images d'écrivains, mais c'est sûr que vous l'avez vécu parce que c'est des choses du cœur, ça se voit. Il est étonnant, le personnage de cette fille complètement paumée qui disparaît. C'est étonnant, ça. Et ça, c'est quand même un peu une hippie, non? Parce qu'à un moment donné, vous croisez les hippies, vous les regardez d'un peu loin en disant, là, mais elle, c'est au fond, non? C'est une paumée, c'est-à-dire que mon livre est un peu le livre de tous les personnages obscurs. Il y avait un titre il y a 2 jours dans Le Monde, ça s'appelait La révolte des obscurs. J'ai trouvé que c'était un très très beau titre, La révolte des obscurs. Je crois qu'il parlait des infirmières, des prisons, je ne sais plus trop quoi, et des gens qui sont là derrière, là, qui sont des électriciens, des secrétaires, des maquilleurs, qui sont des obscurs qu'on ne verra jamais là,
Moi, Ils sont dans l'ombre, là. On va éclairer, là, parce qu'on tirer des tas de complexes. On va c'est l'ambiance de 68 qui revient, c'est bon. Oui, bon. non, mais j'ai voulu faire le roman des obscurs, parce que j'ai été moi-même pendant 20 ans un obscur, un marginal, un paumé. Et c'est l'histoire de tous ces paumés, de ces petites gens, de ces marginaux qui errent sur les routes, et dont je faisais partie. Et c'est vrai que lorsque ma fille est née... Ils meurent tous, c'est une chance que vous soyez là, vous. Hein. C'est vraiment, vous êtes... Oui, hein, on mais se dit, quel miracle. lorsque ma fille est née, je n'étais pas marié avec sa maman. Et quand j'ai voulu la voir à l'hôpital, au fond du couloir, les bonnes sœurs et certains infirmiers m'ont repoussé, m'ont mis dehors, parce que je n'étais pas marié. Et je ne pouvais pas voir ma fille qui venait de naître, alors que j'en mourais d'envie. Et on m'a foutu dehors de l'hôpital parce que je n'étais pas légalement son père, puisque je n'étais pas marié. C'était à 20 ans. Depuis, peut-être un peu, parce qu'il y a eu 68, ça a évolué. Mais à l'époque, on m'a mis dehors de l'hôpital. Vous m'avez fait penser à un auteur, j'ai dit ça à Michel avant, qui n'a aucun rapport, mais je ne sais pas pourquoi, c'est Luc Dietrich. C'est-à-dire, j'ai tourné un film d'après l'apprentissage de le premier, Le bonheur des tristes, et j'ai trouvé un climat de marginal, comme ça, de marginal total, mais dans l'âme. C'est comme si vraiment, c'est des gens qui ne peuvent pas être autrement que marginaux. Vous l'avez lu, Le bonheur des tristes, parce que c'est pas tellement lu, hein, ce livre. Le titre est très joli, mais je n'ai pas lu ce livre. C'est un très beau livre, et Luc Dietrich est un personnage qui était fascinant, puisqu'il était un paumé qui est un demi-clochard. Congénital, on peut dire, oui. Il a eu une enfance atroce. Il raconte dans Bonheur des tristes la vie avec sa mère, et ensuite, dans l'apprentissage de la ville, il raconte comment ensuite il est recueilli. Sa vie à Paris. Il est recueilli dans un bordel. Puis après ça, il était bourgévien, et donc, c'est une histoire incroyable, mort de Luc Dietrich. Il est mort sur... Vous connaissez la mort de... Non, il est mort sur la plage du débarquement. Le jour du débarquement, il ne savait pas qu'il y avait la guerre. Parce c'est ça l'histoire. Il était bourgésien, donc il ne fallait pas se soigner. Il a pris un éclat d'obus dans le pied, il a eu une septicémie, il n'a pas été soigné parce qu'on ne se soignait pas dans les... Et il est mort à 40 ans. Oui, il est mort à 40 ans, mais avec Gurdjieff qui est venu lui serrer la main et lui mettre une poignée de bonbons dans la main alors qu'il et l'autre étaient en train de mourir à la minute. C'est une fin incroyable. C'était le grand ami de René Daumal. Il y a d'autres influences aussi, enfin je ne sais pas si elles sont conscientes. Il y a Kerouac, on sent, il y a quelqu'un comme Thieulois dans le goût des scènes un peu hallucinatoires, je pense, la scène dans l'hôpital psychiatrique où un espèce de fou se masturbe dans la bouche d'un mort. Ah oui, ça c'est, moi je trouve ça incroyable, génial comme image. Oui, mais il n'y a pas la provocation de Thieulois, il y a beaucoup plus de pudeur que Thieulois. Mais parce que c'est écrit 10 ans après aussi. Thieulois c'était encore porté par l'esprit 68, là c'est les illusions lyriques sont finies. Je trouve ça meilleur que Sur la route de Kerouac. Que je trouve moins fort que Srémy. Je suis d'accord avec vous. Par contre, pas que Les Clochards Célestes, qui est un beau livre de Kerouac moins connu, mais qui lui a de la force comme le vôtre. Moi j'ai pensé à Cosseri aussi, Albert Cosseri. Albert Cosseri. Voilà, enfin, attention, hein. Non, mais c'est pas pour dire que vous avez subi mille afflaires. Moi j'ai pensé à Istrati aussi, à Panaïti Istrati. Oui. C'est odieux cette habitude de faire des analogies comme ça entre écrivains, c'est horrible. Non, mais on cite des livres qu'on aime. C'est quand même des bons auteurs. C'est de bons auteurs. Bon, c'est vrai que c'est très gentil pour mon livre. Je crois qu'avant tout, quelles que soient mes références, justement, tous ces personnages obscurs et noirs qui traversent mon livre, qu'on retrouve dans le roman noir américain, qu'on retrouve dans Les Souris et les Hommes, qu'on retrouve chez McCain, c'est ces romans qui commencent directement sur la route. Je crois qu'il y a un roman de McCain qui commence comme ça. C'est midi, on vient de me jeter du camion de foin où j'étais monté 2 jours avant, la nuit précédente, après la frontière. Bon, cette tradition, je crois que j'appartiens un peu à cette tradition du roman noir et du roman d'aventure américain. Mais c'est pas une volonté intellectuelle chez vous, c'est parce que vous avez vécu une vie comme ça. Oui. Je veux dire, ce qu'on peut faire un peu comme reproche à certains écrivains, peut-être à nos 2 amis, c'est que bon, ils n'ont pas une vie très exceptionnelle. Ils ont une vie de petits bourgeois, quoi, ou de grands bourgeois, ou de je sais pas quoi, non. Non, mais c'est vrai, vous n'allez pas vous vanter. Ceci dit, quelqu'un comme Jono. Non, ceci dit, quelqu'un comme Jono, je ne sais pas si nos 2 amis sont universitaires de tradition, etc. Mais il y a des romanciers comme Jean Jono qui n'ont pas quitté leur maison, leur bureau, et qui savaient commencer des romans comme Steinbeck, comme Hemingway ou comme McCain. C'est-à-dire projeter le lecteur sur la route dès la première page et captiver le lecteur pendant 500 pages, que ce soit le Hussard ou que ce soit Les Grands Chemins. C'est un auteur presque américain et un auteur avec toute la poésie et la tradition française de Stendhal à... Tout à fait. Et même ces dernières chroniques, vous les avez lues, La chasse au bonheur, il y a quelques belles images.
Un très bon chroniqueur, Giono, bien que je préfère le romancier au chroniqueur, mais c'est un très grand... Enfin, moi, c'est un de mes romanciers préférés. C'est beau parce que ça finit comme ça commence, ça recommence la route. Il repart parce qu'on a découvert son identité et il repart. Mais alors, on a quand même envie de vous poser une question parce que je vous découvre ce soir. Ce livre, c'est vous à 20 ans, vous en avez 40 aujourd'hui puisque cette émission est à la quarantaine. Qu'est-ce que vous avez fait ces dernières années? Si vous voulez le dire, vous pouvez très bien ne pas me le dire. Ces dernières années, j'ai travaillé donc, comme je raconte dans mon livre, ça aussi, c'est un peu dans un asile psychiatrique, comme auxiliaire et puis comme infirmier. Ensuite, j'ai fait 3 ans de café-théâtre parce que j'avais commencé à faire du théâtre avec les malades mentaux. Oui. Je faisais du théâtre avec les malades et puis on a monté un spectacle à l'extérieur avec les malades qui a bien marché. Et j'ai continué tout seul à faire du café-théâtre. Et puis ensuite, ayant écrit une pièce de théâtre, je me suis dit pourquoi pas essayer modestement le roman, ce que j'ai essayé. Et je me suis enfermé dans un petit cabanon de Manosque sur la colline, pas très loin de Jean Giono d'ailleurs, que j'ai raté parce qu'il est mort au moment où j'arrivais à Manosque. Et on s'est croisés. Et je me suis installé dans... servi, franchement. J'aurais aimé le connaître parce que c'est tellement... il était assez étonnant à connaître, oui. Vous l'avez connu? Oui, je l'ai interviewé dans les années 69, 60, oui. Et donc je me suis mis à écrire de manière assez solitaire, comme j'ai toujours été, loin de la ville, loin des modes, loin des salons. J'ai écrit 2 ou 3 romans, dont celui-ci. 2 ou 3 2 ou 3, oui. Et puis un matin, j'ai reçu, alors que j'avais envoyé plusieurs fois mes romans par la poste, et qu'ils avaient été refusés par plusieurs éditeurs parisiens. Ça c'est fou. Un matin, à 9h du matin, vous voyez que ça fallait. Le téléphone a retenti, j'ai décroché. Et puis quelqu'un m'a dit, ici Michel Bernard, le directeur littéraire, il m'a accompagné parce qu'on est devenus amis. Je ne le connaissais pas. Il m'a dit, je suis le directeur de chez De Noël, littéraire. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et puis j'ai lu votre roman. Si. Je l'ai. Il y a 2 mois. Je connaissais un autre, oui. Mais chapeau. Chapeau. Mais alors ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que si on est un directeur littéraire, je crois qu'il faut toujours se méfier de l'excès des compliments. Et je vais être là, non pas du tout sévère, mais dire, bon, au niveau du style, il y a une force, il y a une émotion, et c'est vrai que c'est un livre, ce livre, c'est un cri, et c'est pour ça il nous touche par l'émotion. Je ne peux pas dire qu'au niveau du style, je sois emballé. Je trouve qu'il est efficace, qu'il y a de temps en temps de très belles trouvailles, comme celle-ci. Mais de là à vous dire que... Il y a un rythme, mais il pourrait serrer les boulons de temps en temps, et parfois il y a quelques facilités dans le texte. Donc je crois qu'il faut vous soutenir à fond, mais en évitant ce que Paris fait trop souvent, c'est de faire une idole de quelqu'un en 3 mois, et lui dire... Alors restez calme, demandez à vos amis de vous relire, et je suis sûr qu'il y aura encore un style encore plus fort dans le prochain. Mais ça n'empêche pas de conseiller, je crois, sans hésiter, celui, mais je crois que vous nous avez vraiment donné envie de lire et de... Il y aura un prochain ? Dans combien de temps? Puisque j'en ai écrit 3 et que j'ai un très long contrat avec De Noël, j'imagine que bon, ça devrait continuer. Alors, un clin d'œil direct. Nous allons... Ce que je crois aussi qui est très drôle, c'est qu'avant même qu'il y ait eu des critiques, il s'est déjà vendu, nous a dit l'éditeur. Il y en a eu plusieurs milliers de vendus avant même une critique. Ça je pourrais pas vous dire parce que c'est ce qu'on m'a dit. Et on m'a dit que donc, en le feuilletant chez les libraires, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, les gens ont senti tout de suite qu'il y avait quelque chose. Ça c'est assez rare aussi. On va se séparer quelques instants pour faire non plus de la pub pour votre livre mais pour les autres. Et on se retrouve pour parler d'un livre que vous avez aimé. Imaginez que Dame Nature invente une lessive. Une lessive qui saurait prendre soin des couleurs aussi délicatement que la nature. N'est-ce pas ainsi que vous aimeriez que vos couleurs soient lavées? Les lessives classiques lavent sans doute efficacement, mais parfois elles attaquent les couleurs. Le nouveau liquide Coral Couleur, lui, sait laver votre linge en machine en préservant ses couleurs. Nouveau liquide Coral Couleur. Il préserve votre linge et ses vraies couleurs. Plat cuisiné, Fleury Michon. Parfum épicé, des morceaux de volaille moelleux relevés d'une sauce légèrement crémée à la graine de moutarde et au vin blanc sur un lit de tomates finement découpées et de courgettes fondantes. Fleury Michon.
Bienvenue. Bienvenue dans un monde d'innovation. Un monde de progrès, d'avenir. Rhône-Poulenc, bienvenue dans un monde que nous contribuons jour après jour à rendre meilleur. Gillette Contour Plus, avec la plaquette lubrifiante Lubrastrip. Contour Plus fait glisser le rasoir pour plus de douceur pendant le rasage et plus de douceur après. Le système Gillette Contour Plus. La précision, la douceur en plus. Sur 3615 Descamps, tout votre univers astrologique. Pour avoir votre Kit E4, plus la peine de faire du lèche-botte. Un geste suffit. Kit E4, cuisiner comme à la maison. Bisous. C'est la pêche. C'est enfin 8 secondes pour retrouver sa gourmandise. Vas-y, Vasa. Vasa céréales dorées, le Vasa gourmand. La télé et le cinéma. Un couple infernal. Film et téléfilm, où est la différence? La télévision a-t-elle fait naître une nouvelle race de films? Pour Martine Jouandeau, petit et grand écran sont des frères amis. Le cinéma de la télévision, M6M, dimanche 15h05, mardi 23h sur M6. Alors, je retrouve mes invités, Macha Merrill, Pascal Bruckner, René Frény et Denis Zélinac. Alors, René Frény, nous avons parlé de votre roman Les Chemins Noirs, et je vous ai demandé si dans les livres de la rentrée, vous aviez eu un coup de foudre, et vous m'avez cité... Oui, j'ai cité le livre de Limonov, je ne sais pas si on peut le montrer à la caméra. Oui, si, sans problème. Le livre de Limonov, le dernier, Les incidents ordinaires. Mais je crois que j'aurais du mal à être aussi élogieux et dithyrambique que vous l'avez été pour mon roman, bien que je sois très passionné par ces textes. Ce sont des petites nouvelles très courtes qui commencent de manière tout à fait réaliste et qui glissent lentement vers quelque chose d'un peu fantastique, d'insaisissable. C'est une écriture très rapide, très nerveuse, et des situations très cocasses. Les dialogues, les scènes sont très cocasses. Et puis c'est un personnage qui, quelquefois, a pu m'irriter parce que je le trouvais un petit peu snob ou dandy ou provocateur, mais il n'est jamais antipathique. Il n'est jamais antipathique. Les voyous slaves, ils sont comme ça. Ils sont comme ça, oui, Macha, vous en avez rencontré. Oui, mais justement, Macha, vous qui avez quand même quelques origines slaves, on ne va pas rappeler quand même que vous êtes princesse Gagarine. Vous avez reconnu... Moi, j'ai adoré ce livre aussi, je dois dire. Alors, je ne veux pas avoir l'air de parti pris parce qu'il est russe, mais vraiment, il y a là-dedans une vigueur, une santé, un humour, c'est charnel, c'est extraordinaire. Et en plus, cette étude de l'Amérique, cette vision de l'Amérique. Alors là aussi, j'ai pensé à quelqu'un, c'était Isaac Bashevis Singer. C'est-à-dire, il y a quelque chose aussi avec un recul terrible et en même temps, on sent que ces gens se donnent un mal de chien pour essayer de s'intégrer dans cette société américaine. Mais alors, chapeau pour la traductrice, parce que c'est traduit tellement bien. Je veux dire son nom, elle s'appelle Catherine Prokhorov, je suppose qu'elle est russe, parce qu'on dirait que c'est écrit en français. Le langage est très moderne. Très moderne, et ça coule, ça. Alors c'est drôle parce que on vient de s'apercevoir, vous vous êtes demandé si c'est pour ça que j'avais choisi le livre. Alors moi j'ai pensé que vous m'aviez demandé de participer à cette émission à cause d'un récit qui serait là, de Limonov. Vous ne l'avez pas invité. Il est pourtant parisien. Il est parisien, mais il a un français de chauffeur de taxi. Oui, c'est ça. Je suis en train de me découvrir d'une manière abusive et les micros disparaissent, c'est ça? On voit votre soutien-gorge? On voit pas mon soutien. On me l'avait encore... Ah non, alors, on avait été très loin avec moi, mais encore jamais jusque-là. Non, il n'y a pas.
Oh, ces Russes, Oui. ces Slaves sont Alors, il terrifiants. me cite dans ce livre Ouais. à une réunion où nous avons tous été d'ailleurs. Ouais. C'est le hasard. C'était une unique réunion, comment ça s'appelait? J'en suis parmi. Hein. Les journées mondiales de l'écrivain. Alors, la chose la plus drôle, c'est que lui, c'est la première fois qu'il a lu un truc comme ça. Moi aussi. Et naturellement, quand on va dans des réunions de ce genre, on croit toujours que les autres sont des habitués, n'est-ce pas, qu'ils y vont tout le temps. Et moi, je regardais tout ça avec beaucoup de circonspection. Et lui aussi. Et en fait, on était tous un peu C'était forcément très prudents. la première fois et la dernière, puisqu'il n'y en a eu qu'une. Il n'y a pas eu de suite. Oui. Mais enfin, c'était très somptueux et il y avait, ça a duré plusieurs jours et tous les écrivains de Paris ont été réunis pour l'occasion dans des manifestations différentes, dont un jeu radiophonique. J'avais même oublié que j'avais participé à ce truc-là. J'espère que je n'ai pas été trop ridicule parce que comme j'estime beaucoup Limonov, j'espère qu'il ne m'a pas trouvé. Donc tout ça est très vrai. Alors, le plus Il n'en drôle, a c'est pas qu'il- rajouté. Non, tout était vrai. Et il parle d'un blouson qu'il portait et je me souviens du blouson, mais pas de sa tête. Comme quoi, il Bah, faut écoutez, faire on attention aurait à ce dû qu'on met. l'inviter. Mais le problème, c'est qu'il aurait été frustré parce qu'il parle un français. Ah! Excuse-moi, Batman! Cette bat-grenade va l'arrêter! Ça fait 2 fois, Robin. Cette fois, je ne vais pas le rater! Ouais.